Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Bonnet, je suis au département environnement et société, une petite modification de mon titre, qui est un des 3 départements du CIRAD, et je suis en charge d'une animation scientifique au CIRAD, et je précise bien scientifique, qu'on appelle patrimoine numérique scientifique, d'où ma présence ici, je pense. Je vais faire une introduction aux données en recherche agronomique, plus que les données agronomiques, pour vous expliquer la difficulté institutionnelle d'un établissement de recherche qui brasse des types de données, on a parlé tout à l'heure de types, assez différents, et dans des contextes eux aussi assez différents. Donc je ferai rapidement un petit rappel, un petit peu de définition finalement qu'on peut adopter de ce qu'est la donnée, de nos objets de recherche, des questions de spatialité et temporalité, et puis un effort bien sûr sur le cycle, puisque c'est l'objet de cette première session, avant une petite conclusion. Finalement, nous, on se réfère assez simplement, je dirais, à la définition de l'OCDE sur les données de la recherche, donc des enregistrements factuels, chiffres, textes, images, sons. Je ne le lis pas, utilisé comme source principale pour la recherche scientifique. Les mots-clés, je pense, c'est vraiment ces enregistrements factuels, l'idée que ça sert une communauté scientifique, qu'on parle d'ensemble de données plus que de données, je dirais, individuelles, peut-être avec un petit S de collection. Moi, j'aime assez parler de collection. Et que, bien sûr, ces ressources sont nombreuses, très variées et quelquefois très fragmentées. Vous voyez, sur la droite, l'espèce de diagramme coloré représente finalement simplement l'éclatement de notre annuaire des données il y a 3-4 ans, là, quand on l'avait construit, et qui donne une idée à la fois de la taille et de la thématique avec les couleurs et les tailles. Donc c'est des choses très fragmentées. Vous avez les grands thèmes sur lesquels on travaille à droite, des questions de développement territorial, de durabilité, d'agroécologie, donc une nouvelle forme d'agriculture, de changement climatique, de sécurité alimentaire, et des questions des modèles agricoles, avec la résumée dans l'idée de l'agriculture familiale. Alors, notre contexte, il est assez complexe, donc je préfère quand même le rappeler pour que vous compreniez comment on s'est emparé de cette question des données de recherche. Ce sont des données acquises en partenariat dit Nord-Sud. On travaille dans le monde entier. Finalement, on travaille très peu en France. Nous, on travaille essentiellement, à part les DOM, qui sont des zones tropicales, mais on travaille dans les zones intertropicales à l'étranger. Donc on est finalement, je dirais, gestionnaire, utilisateur, créateur de données avec nos partenaires de recherche à l'étranger. Or, ce contexte est important puisque dans ces pays, pas tous évidemment, la donnée publique, qu'elle soit de recherche ou statistique, je dirais, est quelquefois faible du point de vue scientifique pour l'exploiter. Elle a un statut très divers. Nous-mêmes avons un statut un peu particulier. Nous sommes un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui pose des questions de mixité aussi de nos rapports à nos clients et à nos usagers. Et on aussi répond à des bailleurs avec leurs exigences qui là aussi sont multiples vu notre portefeuille de projets. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est un établissement historique ayant accumulé aussi, je dirais, de la donnée de recherche et des collections. Donc on traite d'un point de vue contemporain cette transition numérique qui nous est à la fois imposée et qu'on adopte, je dirais, dans lequel on s'organise, sur finalement des projets contemporains, mais aussi en prospective. C'est le projet de demain, comment je vais le commencer en fonction de cette transition numérique connue et reconnue, et comment je peux aussi m'intéresser à mes données rétrospectives, donc la reprise des données historiques. Alors je vais essayer d'illustrer la question de la recherche agronomique. Vous voyez, ce sont des données finalement très diverses. Ce sont des données de génétique et de génomique sur les plantes, les arbres, les différents organismes de la planète. Ce sont des données aussi d'expérimentation, d'essais. Là où on met en place un protocole, par exemple, pour évaluer finalement le changement de pratique sur un champ pour faire pousser un certain type de culture. Mais ce sont aussi des données d'observation, puisqu'il nous faut des séries finalement longues du contexte bioclimatique de ces cultures ou de ces animaux que l'on produit. Ce sont aussi des données
pour la modélisation, différents types de modélisation. Nous avons aussi des données d'enquête et de cohorte, donc on a dit qu'on ne traiterait pas des données personnelles, je le mentionne quand même, puisque finalement il est extrêmement complexe de mon point de vue de dire qu'il y a des données personnelles d'un côté et des données non personnelles de l'autre. Pourquoi? Des données génomiques sont pour moi des données personnelles par essence. Donc on peut reposer la question de ce qu'on appelle une donnée personnelle, mais je la suggère pour la discussion. Et puis bien sûr toutes ces données du big data disponibles. Donc c'est une autre façon de présenter la chose, je ne vais pas rester dessus, c'est finalement de regarder la hiérarchie des objets sur lesquels on travaille entre finalement une séquence ADN et puis une filière agroalimentaire, un marché, un territoire. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez que nous-mêmes avons découpé notre organisation institutionnelle en 3 départements, système biologique, système de production et de transformation pour simplifier ce qui serait de l'ordre de la ferme et de la façon dont elle fonctionne, et environnement en société, ce qui serait le monde un petit peu de l'observation globale. Quelque chose qui me paraît important aussi en préalable, c'est de qualifier les types de données que l'on manipule selon un autre angle. On a naturellement eu les données de recherche, je dirais, avec deux grands piliers, les big data, que l'on connaît bien. Bon, ce sont aussi des communautés qui sont derrière ça, organisées avec un petit nombre de chercheurs, mais de larges volumes de données, et surtout des méthodes très standardisées, des instruments. Pierre va en parler avec la télédétection. La biologie moléculaire, la bioinformatique est un exemple de ce domaine. Et on a, et ça c'est une spécificité chez nous, ce qu'on appelle des fois le long tail of data. Moi j'appelle ça small data pour simplifier, mais c'est surtout que ce sont des données fragmentées qui font sens si on arrive à les rendre interopérables au sens sémantique et bien sûr informatique. Or là, la difficulté est immense puisque ce sont un grand nombre de chercheurs et de disciplines qui collaborent ou pas. Donc la question de l'interdisciplinarité, je dirais, elle est beaucoup posée à ce moment-là. La nouveauté, c'est qu'on utilise de plus en plus de données publiques, d'open data, je dirais, publiques, de la donnée statistique, je dirais. Or, la question est de savoir si elle est consommable pour la recherche, pour quel type de recherche, donc est-ce qu'elle est utile. On a maintenant une transformation très importante, non pas vraiment des caractéristiques des données, mais plutôt en termes de contenu sémantique et scientifique, mais plus en termes de flux, c'est-à-dire qu'on capte de plus en plus, y compris pour des enquêtes tout simplement, des données à travers des capteurs. Donc à partir de là, on doit organiser des flux, donc ça pose des questions aussi d'organisation de notre recherche. Finalement, on en est arrivé au plan institutionnel à dire que le cycle de vie des données de la recherche, que tu as présenté tout à l'heure, était quand même au cœur. Malgré toutes ces limites, comme que tu les as bien précisées, il était au cœur parce qu'il permettait de montrer aux chercheurs qu'il y avait 2 vies aux données. Il y avait la première vie des données, qui est finalement la vie des projets, l'étape 1 à 4. On s'est approprié ce cycle, vous voyez, en faisant une infographie, on imagine une question de recherche, on la conçoit, on la planifie, on la réalise, on publie, on finit simplement, en général, à l'article scientifique classique, je dirais. Mais l'avantage de montrer ce cycle, c'est de rappeler qu'il y a une deuxième vie des données et qu'on doit s'interroger justement sur cette deuxième vie. C'est la question de la conservation, de la préservation, de la diffusion et puis de la réutilisation. Or ça, c'est assez nouveau pour beaucoup de nos disciplines et nos chercheurs. Donc c'était vraiment l'idée de s'approprier, de visualiser, de partager en fait cette question. On a développé toute une infographie, je ne passe pas dans les détails, vous voyez, ça plus ou moins profonde avec finalement ce qui se passe au niveau des différentes étapes, que j'appelle les wagons du train des données. Peu importe à la limite les détails, mais ce qui est important, c'est le fait que c'est un objet intermédiaire. C'est une représentation commune finalement de ce qui se passe dans la recherche. Mais tout le monde n'est pas nécessairement, ne se représente pas sur l'intégralité du cycle de vie des données. Un chercheur, un informaticien, un technicien chez nous va se placer à une étape particulière. Et l'intérêt justement, c'est de replacer la place de chaque compétence dans ce cycle, pas nécessairement sur l'ensemble du cycle. Une première question, c'est quand on lance un nouveau projet, c'est à quelle étape en fait, du cycle on va rentrer. Si je suis un grand réutilisateur de données externes déjà existantes, je n'ai pas à créer de données en soi. Je vais me poser tout de suite la question de la réutilisation et bien sûr les questions de data science sont au cœur de ces techniques. Je ne vais pas les développer là du tout. Par contre, on a une caractéristique nous, de création de données originales, donc on a souvent tendance à repartir de l'étape 1 avec l'idée et la création de données. Je vais y revenir.
Donc les nouveautés, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance quand même des données de recherche comme une production en soi, et ça exige de nous de créer des produits intermédiaires, je dirais. La donnée elle-même et l'article scientifique, entre les deux, il y a un continuum, il se passe des choses, il faut qu'on réfléchisse à ça, je vais essayer de l'illustrer. J'ai déjà mentionné l'intérêt pour les données ouvertes externes. Et aussi, j'ai un petit peu mentionné la question de la temporalité, avec la question de la réutilisation de données historiques. Finalement, l'irruption du digital a eu du bon, si vous voulez, dans le sens où la transition numérique nous a questionné sur le réusage de notre patrimoine à nous. Et le fait de les numériser nous a obligés à nous positionner aussi dans le cycle de vie, finalement. Si on reprend, et je vais vous prendre des exemples aussi de données analogiques d'anciens projets que l'on réutilise, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc des données numériques, des flux, des modèles et des scripts, ça a déjà été mentionné. Alors, première étape, très simplement, on a équipé le cycle de vie de données. Je vais passer très rapidement. Pour la partie demi-vie projet, c'est classique, on met en place des plans de gestion de données, c'est des choses que vous connaissez, etc. Mais à partir de l'étape 4, on a commencé à créer des produits intermédiaires, enfin à inciter les chercheurs et les collectifs à vraiment apporter des choses nouvelles. Ça a été les métadonnées, ça a été mentionné, c'est extrêmement très important, et il y a différents niveaux, bien entendu. Ce sont les ontologies, les vocabulaires structurés, des data papers qui sont finalement une façon intégrative de refaire un article. Là, on en a plus l'habitude, mais de manière un peu différente, et c'est, je crois, beaucoup data papers pour donner du sens. Et puis, ça a été bien sûr l'utilisation d'entrepôts externes ou internes. Donc, on a nous, mis en place 2 entrepôts institutionnels, qui est le Dataverse, que vous connaissez peut-être, les sciences politiques l'ont utilisé en France, et iRods pour le Big Data. En gros, répondant aux 2 volets, le Big Data et le Long Tail of Data. Et puis, bien sûr, on a réfléchi sur les conditionnalités de l'utilisation. On a une charte éthique avec l'INRA. Et bien sûr, différents produits pour la découvrabilité et la visualisation de ces données de recherche. Donc ça, à la limite, c'est standard, je dirais. C'est de l'ingénierie, il faut le faire. Et on en a pris une dimension scientifique. Ce que je tiens vraiment à dire, c'est qu'on a considéré que c'était un projet scientifique, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, mais on est vraiment sur une relation étroite entre les informaticiens et les différentes disciplines, bien sûr, et les collectifs. Et ces collectifs, ils sont là, ils sont immenses, en fait, et on a des communautés, finalement, qui sont plus ou moins mûres sur ces problématiques. Et la question des communautés, fussent-elles épistémiques, thématiques, disciplinaires et de pratiques, on a beaucoup de praticiens aussi d'infrastructures, bien elle se pose différemment. Donc la question c'est vraiment comment on va appliquer ce cycle de vie de données qui d'une façon générale, oui, il est générique, voilà, comment on le rend palpable, comment on l'incarne dans les différentes disciplines et communautés. Alors je vais prendre 2-3 illustrations pour conclure, comme ça va vous donner une idée. Alors, ce ne sont pas que les données agronomiques classiques, je dirais, d'essai au champ. J'ai pris une diversité de choses. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de types de recherche chez nous. Un premier qui est finalement la mise à disposition de données qu'on appelle une xylothèque. Ce sont des bibliothèques de bois, de tranches de bois, de plaques de bois, dans le cadre d'un projet BSN5 numérisation. Ce projet s'appelle Archiwood. Vous voyez que le terme parle bien d'une certaine façon de ces questions d'archivage et de bois. On a des échantillons, des séries temporelles immenses d'échantillons de différents finalement types de bois. On a tout un département qui travaille sur la forêt et le bois, avec des types de données que vous voyez ici, des planchettes de bois, des lamelles, des cahiers de laboratoire, des diapositives, des photographies. Et donc on a proposé, dans le cadre de ce BSN5, sur un sous-échantillon qui traitait de Madagascar, de numériser ce que vous voyez, la xylothèque analogique, dans une xylothèque numérique, et ce projet s'appelle Archiwood. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que finalement, nous, ces données-là, on les réutilise un peu, mais pas tant que ça. Par contre, on a fait le pari de la réutilisation par des personnes qui nous sont totalement étrangères, des experts des meubles anciens, des antiquaires, des archéologues qui trouvent des bouts de bois quand ils fouillent et qui ont besoin, quand ils font une coupe de bois, de savoir à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, des choses là où on se projette vers l'arrière. Donc ce sujet est emblématique. On a fait la même chose pour la bibliothèque tropicale d'agronomie, qui est là vraiment classiquement de la numérisation de texte, qui est maintenant à Gallica, et si vous tapez CIRAD dans Gallica, vous allez tomber sur plein de choses qui viennent aussi de chez nous.
Un deuxième exemple que je voudrais prendre, parce pour moi, il est au cœur de la complexité de la question de la réutilisation, ce sont des données de concessions forestières. Alors quand je dis forestières, de concessions forestières tropicales, vous imaginez avec le changement climatique l'importance de ces données sur les forêts tropicales, qu'elles soient amazoniennes, Afrique centrale, etc. On travaille avec à la fois des acteurs publics et des acteurs privés, parce que les forêts ont des statuts très différents. Elles sont la plupart du temps exploitées. Il y a quelques forêts naturelles, mais elles sont en majorité exploitées. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise en fait, on combine des données existantes, mais à caractère privé, de concessions privées, avec des données que l'on produit, nous, avec des capteurs, etc. Et donc la difficulté, là, c'est qu'on recompose de nouvelles ressources numériques en héritant de ressources numériques qui ont des statuts très divers et qui sont sourcées chez des personnes et des entreprises à statut très divers. Donc cette question de l'héritage du droit, je pense que ça vous intéressera. Je pense que c'est intéressant de la mettre. Donc on a cette moulinette d'utilisation, de traitement et ensuite de production de quelque chose de nouveau, qui sont elles-mêmes des données nouvelles sur lesquelles on a une politique de publication, d'utilisation scientifique, etc. Une des difficultés, pour la mentionner par exemple, c'est que souvent dans ces contrats qu'on a ici au niveau du traitement, on a une clause de destruction de la donnée originelle. C'est-à-dire qu'on reçoit des données et on nous demande de la détruire après le projet. Détruire, évidemment, c'est assez virtuel, mais c'est une question intéressante. Une autre illustration, alors encore une fois, je ne suis pas dans les données agronomiques sensu stricto, mais ce sont des données d'enquête de ménage. Pour nous, il est extrêmement important d'attacher les données, si vous voulez, sur les plantes, sur les animaux, avec les pratiques en fait, qui sont faites au niveau des exploitations agricoles, puisque c'est ça qui sont souvent les déterminismes des performances. Donc ces données dites de ménage, entre guillemets, c'est à la fois traiter du revenu des agriculteurs, mais aussi de leurs pratiques. Et donc deux exemples là, un qui est sur un gros programme qu'on appelle Rural Struct, donc qui caractérise, si vous voulez, la question était la caractérisation de la transformation dite structurelle des fermes, le fait que les personnes en fait en charge d'agriculture dans le sud sont sur des systèmes d'autosubsistance, puis progressivement sont orientés vers le marché, puis progressivement se spécialisent de plus en plus, je dirais, ou sortent même de l'agriculture et de l'agriculture. C'est quelque chose qu'on appelle la transformation structurelle. On a fait des grosses études là-dessus, avec des grosses enquêtes, et toutes les données sont en open data à la Banque mondiale, donc pas sur un portail CIRAD, mais à la Banque mondiale, ce qui est une originalité que je voulais montrer. Et puis quelque chose qui est assez connu, c'est la Land Matrix, c'est l'utilisation du crowdsourcing, donc des données, on va dire, citoyennes sur des questions d'acquisition et d'accaparement de terres. Là aussi, c'est sur un portail externe, donc c'est une autre dimension. Voilà, je vais conclure là-dessus. Donc ce qui me semble très important, c'est vraiment d'insister sur l'interaction entre les données et les communautés qui sont à la fois créatrices et utilisatrices. Notre souci, ça a été de transformer les pratiques individuelles parce que malgré les difficultés que pose le numérique, il y avait quand même des questions de qualité, je dirais, en général. Transformation des communautés vers un usage du numérique, ce qu'on va appeler les transformations vers des disciplines numériques. Donc, je prends des exemples, la bioinformatique est bien connue, la géomatique est bien connue, Pierre en présentera un exemple. La socio-informatique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous demain? C'est aussi transformer les communautés vers des pratiques et surtout des interactions avec les informaticiens. Alors tu l'as très bien montré tout à l'heure et je pense que je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est des questions de data science. Voilà, donc pour finir, je vais passer très rapidement. Pour nous, le cycle de vie des données, il est au cœur d'une logique d'organisation, mais aussi d'enrichissement par les communautés. Il y a des questions d'incitation à publier sur les données. Ça, c'est quand même assez complexe parce qu'il faut absolument donner du sens et donc il faut équiper les données avec tout un package. Il y a des questions de gouvernance de la donnée. Il y a des questions de maîtrise technologique, ça, on les a évoquées. Il y a des questions de formation, bien sûr. Et encore une fois, on insiste en ce moment beaucoup sur les questions de data paper pour donner du sens, et ce qui nous semble très important. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Pour rebondir, parce que c'est vraiment mon interrogation actuellement, est-ce qu'il y a vraiment toujours cette étape 1 dans le cycle d'imaginer la question de recherche, ou est-ce que parfois, dans ton environnement, on commence par l'étape 2 de collecter? Non, on commence très clairement par l'étape 1.
qui est vraiment quelle question de recherche on veut poser, et on insiste beaucoup là-dessus. Et du coup, la data science, pour autant qu'on développe, je ne fais pas de relation de cause à effet entre la question, mais on développe la data science, qui est l'étape 7, entre guillemets, intermédiaire. Je parle maintenant plus de spirale de données, plus que de cycle de données, pour reprendre l'idée de déformer un peu cette idée du cycle qui est un peu récurrente dans la littérature. Oui, on pose d'abord les questions de recherche. Après les questions de recherche, soit on va aller vers l'étape 2, soit on va plutôt revenir vers l'étape 7, justement. C'est bien là que ça se passe, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller créer des nouvelles données. Est-ce que tu as des exemples de réutilisation dans des contextes vraiment différents de la question initiale, justement, enfin de la réutilisation vraiment différente? De sérendipité, comme diraient certains. En tout cas, oui, on réutilise des corpus, tous nos corpus de texte, tous nos entrepôts d'articles sont actuellement fouillés par les collègues que vous connaissez bien, pour faire des... Je vais prendre un exemple, à la limite hors CIRAD, mais qui était un des collègues du CIRAD qui développe ça. L'analyse de discours de migrants, qui est un peu hors CIRAD, mais c'est plutôt la méthodologie qui a apporté le sujet pour reconstituer des parcours de migrants. Bon, ben, on va l'utiliser pour la mobilité animale. On a besoin, nous, en santé animale, par exemple, de reconstituer des parcours de mobilité, de comprendre les facteurs de risque. Donc à travers de discours, ça c'est une nouveauté pour nous. Alors, c'est à la fois des nouvelles données qu'on utilise, des big données, des anciennes données quelque part, mais c'est très nouveau aussi en termes de méthodo. Donc tout se croise un peu. Juste une petite question très technique et de sémantique. La définition qui est donnée par l'OCDE, je la trouve, moi, quant à moi, assez limitée, en fait. Et je suis étonnée de voir que finalement, vous la reprenez. Alors peut-être que c'est par commodité, en réalité. Mais un des points que je trouve un peu discutable est qu'elle précise qu'il s'agit de données utilisées pour la validation des recherches ou des... Est-ce que c'est pas un peu réducteur finalement? C'est très réducteur. Oui, c'est très réducteur. Et de l'utiliser est évidemment une commodité. D'accord. C'est évidemment une commodité. Et par exemple, les cahiers de laboratoire ne sont pas considérés comme des données, alors que chez nous, on va la considérer comme une donnée. Mais bon, vous les considérez donc comme des données? On va les considérer comme faisant partie de l'équipage de la donnée. C'est ça. Ce qui paraît tout à fait logique. Donc vous avez finalement une vision beaucoup plus extensive de la donnée que celle fournie par l'OCDE. Parce que c'est évidemment au centre de notre interrogation aujourd'hui et plus tard de savoir ce qu'il convient d'en comprendre. Quoi. Absolument. Donc ça, pour vous, c'est plus large. On pourra très clairement en débattre, mais on prend la définition et on l'enrichit. Et on y met autour tout ce qu'on a besoin, nous, pour vraiment donner du sens aux données, encore une fois, parce que la définition, en effet, basique de l'OCDE ou d'autres de définitions sont souvent très réductrices. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Mais celle-là existe, oui. Mais celle-là, elle a le mérite d'exister, mais c'est vrai que... Et oui, bon, on en rediscutera éventuellement de savoir comment on peut enrichir, alors peut-être, de votre point de vue, la notion elle-même. On l'a vu à un moment donné, il était marqué conservation des données, moyen terme, et puis après la donnée disparaissait. Est-ce que j'entends depuis tout à l'heure, on a des legs de données, donc j'ai parlé d'océan de données, et vous devez faire des choix à un moment donné. Là, vous avez conservé, ok, pour le Madagascar, ce point précis, et qui fait ces choix? C'est exactement la question qu'on se pose tous les jours maintenant sur des grandes masses, des grandes collections, on va dire. Alors je vais avoir une réponse en deux temps. On s'est posé une première question qui était, par exemple, en génomique, de savoir si on devait garder finalement toutes les analyses. Non, globalement, on ne les conserve plus. On traite, finalement, on publie, et on conserve la ressource biologique. Donc on garde la ressource biologique parce qu'il est plus facile de réanalyser la ressource biologique, un citron, une pomme, ne sais quoi, avec de nouveaux instruments et de produire une nouvelle description. Ce qui ne sera pas le vrai nécessairement, Pierre en parlera, pour des images de la Terre, qui, elles, changent. Il y a une petite érosion des caractéristiques biologiques de la ressource biologique, mais on fait avec. Voilà. Et dans un deuxième cas, où il n'y a pas cette question, on doit savoir si l'entreposage pérenne, l'archivage pérenne, on le délègue au CINES, ici à Montpellier, ou pas. On n'a pas totalement répondu à ça encore. On a encore des capacités de stockage à la maison qu'on peut garder assez longtemps. Voilà.